dirige le centre d'épidémiologie de santé publique des armées, qui est un centre qui vient d'être localisé à Marseille, avec nous, avec qui on a beaucoup de travaux communs, et le service de santé des armées a un rôle extrêmement important dans la veille et la détection des événements anormaux, intentionnels ou naturels, force en projection. Et ils ont une très grande expertise là-dessus, et on va nous la faire partager. Merci. Merci. Voilà, c'était pour faire mentir le professeur Raoul qui dit que l'armée était très bien organisée. J'ai quand même réussi à mettre sur l'ordinateur une version ancienne de ma conférence. Donc voilà, je parlais des systèmes de santé, donc un ensemble de moyens mis en œuvre pour la production de santé, avec un système de soins qui est individuel et collectif. On connaît tous la médecine tournée vers l'individu, on connaît moins la médecine tournée vers les populations, les groupes, c'est le domaine de la santé publique, sachant que pour nous, praticiens de santé publique, je suis un praticien de santé publique, la santé publique c'est le curatif et le collectif, les deux à la fois. Je vais aller sur le système de santé, j'y arrive. Donc ces besoins de santé, exprimés par les professionnels, exprimés par la communauté, quelle réponse donner à ces besoins? Et vous le voyez, il y a un point important sur ce graphique que vous retrouverez sur tous les graphes qui vont représenter les besoins. Il y a toujours un écart entre ce qui est exprimé par les professionnels et la communauté. Et la bonne réponse, répondre aux besoins, eh bien, elle nécessite d'avoir un maximum d'informations sanitaires. Si on n'a pas un bon système d'information sanitaire, on ne va pas traiter les besoins des populations. Si on ne traite pas les besoins des populations, à quoi ça sert d'avoir un système de santé? La prévention maintenant. Deuxième domaine. La prévention, voici une vision subjective de notre santé. Je me sens en bonne santé parce que je n'ai aucun symptôme de maladie. Voici une vision plus objective, décidément. Plus objective de la maladie, une vision plus scientifique. Je peux me croire en bonne santé, là je suis en bonne santé parce qu'il y a absence de maladie, là je peux me croire toujours en bonne santé alors qu'on est dans la période d'incubation ou une période d'évolution asymptomatique de la maladie. Et puis là, quand je vais ressentir les symptômes de la maladie, évidemment, avec les symptômes, je serai malade. Là c'est la vision objective de l'évolution de la maladie. Eh bien la prévention, elle s'articule autour de toutes ces visions finalement. Quand on vous parle de prévention primaire, le domaine de la prévention primaire, c'est ça, c'est s'adresser à des gens qui sont en bonne santé et les convaincre qu'il faut se protéger d'une maladie qui pourrait survenir. C'est pas facile. La prévention secondaire, c'est s'adresser à des gens qui se croient en bonne santé pour leur dire « faites-vous dépister, ils vont découvrir qu'ils sont malades ». Et la prévention tertiaire, que vous connaissez beaucoup mieux, eh bien c'est les soins aux malades. Tout le monde connaît cet aspect de la santé. L'outil de prévention que vous connaissez tous, c'est le dépistage. Et ce dépistage, eh bien, vous voyez, on y consacre 6% des dépenses de santé et 94% des dépenses de santé sont consacrées au curatif. Ça, c'est des données françaises qui sont à peu près équivalentes dans tous les systèmes de santé dans le monde. Donc là encore, si on veut mieux organiser la prévention primaire, secondaire, tertiaire, eh bien, on a besoin de plus d'informations sanitaires. Moi, si je veux vous convaincre qu'il faut faire moins de curatif et plus de prévention, j'ai besoin d'informations pour le dire. Le troisième domaine, les risques. Un système d'information doit pouvoir donner l'information sur les risques. Le risque, définition du risque pour nous en santé publique, le risque c'est une probabilité. Quand on parle d'un risque de maladie, c'est quelle est la probabilité d'être malade. Cette probabilité d'être malade, d'être accidenté, on l'évalue comment la plupart du temps? Par un taux d'incidence. Vous savez, c'est un nombre de cas sur une population exposée, ce fameux taux d'incidence. Quand on dit le taux d'incidence de la grippe en pleine épidémie, il est de 1 pour 50 000, ça veut dire que si je réfléchis, j'ai une chance sur 50 000 de tomber malade. C'est un risque moyenné en réalité, parce que si ma femme, elle a attrapé la grippe, on est tous les deux dans le même foyer, j'ai pas une chance sur 50 000, c'est bien évident. On est d'accord. Mais c'est vous dire que l'évaluation du risque de maladie, c'est pas facile. On l'évalue de manière moyenne par le taux d'incidence, c'est pas toujours la bonne réponse. Notion importante, facteur d'exposition, facteur de risque. J'espère que vous le savez tous, même si je vous fais un rappel, mais je pense que vous le savez tous. Tous les facteurs d'exposition ne sont pas des facteurs de risque.
Un facteur d'exposition, il est concomitant de l'apparition d'une maladie, mais il n'est pas forcément un facteur causal de l'apparition de la maladie. Et quand il est causal, on va l'appeler facteur de risque. Voici une manière d'interpréter l'action du risque. Plus on est exposé à un facteur de risque, plus longtemps on est exposé, plus durement on est exposé à ce facteur de risque, eh bien, le risque de maladie va augmenter. Ça, c'est la vision qu'on a tous, elle est intuitive, et la plupart des courbes de risque ressemblent à celle-ci. Eh bien, de manière réglementaire et légale, très souvent, on fixe un seuil. Et on se dit, tant qu'on est en dessous du seuil, on va considérer que il y a très peu de risques, donc il y a très peu de malades, ceux-là, on peut les ignorer, on ne va rien faire pour eux, et on va commencer à réagir uniquement quand on aura dépassé le seuil. Donc pour l'aspect réglementaire, légal, eh bien, il n'existe pas de risque en dessous de ce seuil, donc il n'existe pas de maladie, en particulier quand vous entendez les gens qui travaillent dans le nucléaire, qui sont exposés à des microdoses, qui ont des micro-dangers, des micro-risques, qui ont un micro-risque de tomber malade, mais ce micro-risque, il existe, eh bien eux, ils ont pourtant jamais dépassé les seuils réglementaires tout au long de leur vie, mais ils sont quand même tombés malades. Mais pour la loi, eh bien, ils étaient en dessous du seuil. Voilà ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est arriver à faire en sorte que le réglementaire ait une stratégie qui soit adoptée, qui soit en escalier, et qu'à chaque seuil de risque un peu différent, on discrimine une stratégie de prévention primaire, secondaire, tertiaire qui soit mieux adaptée. Pour y arriver, eh bien là encore, on a besoin d'informations. Si on n'a pas les informations, on restera toujours dans une vision binaire, avec un seuil. Le dernier domaine, c'est la priorisation des actions. C'est le dernier domaine que je vous traite, il y en aurait bien d'autres. Priorisation des actions. Contre quelle maladie faut-il lutter? Il y a beaucoup de maladies. Pourquoi je devrais investir des moyens pour lutter contre le cancer du poumon? Ça vous semble à tous évident? Mais oui, on va reprendre quelques critères. Le cancer du poumon, premier cancer dans les pays occidentaux. On sait tous que fumer est un facteur de risque du cancer du poumon. La force de ce risque, elle est très élevée. Chez les fumeurs, 95% des cancers du poumon sont dus au tabac. Chez les non-fumeurs, c'est 88% qui sont dus au tabac. Dans la population globale, c'est 88% des cancers qui surviennent en France, des cancers du poumon, qui sont liés au tabac. Donc évidemment, lutter contre le tabac, c'est une priorité. Lutter contre le tabagisme. Mais dans les faits, on s'aperçoit que même si c'est une priorité, c'est pas si facile que ça à mettre en œuvre, parce qu'il y a des lobbies, vous savez tous. Prioriser les actions, c'est pas toujours aussi simple qu'avec le tabac. Reprenons un exemple. Exemple 1, une population de 65 millions d'habitants, la France, une population exposée au risque de 23 millions. Il y a 35% des gens qui sont exposés à ce facteur de risque. Le taux d'incidence mensuelle, il est très faible, 0,6 pour 100 000. Un taux faible, mais beaucoup de personnes exposées. On a 138 cas par mois de cas sévères. Donc ces 138 cas par mois, ça va avoir un gros impact sur le système de santé, évidemment. Donc on va se dire que cette maladie, c'est une priorité de santé. Il faut s'y intéresser en tout cas. Prenons un deuxième exemple. Cette fois-ci, on a une population exposée au risque. Parmi les 65 millions de Français, que 10 000 qui sont exposés à ce risque. Mais voilà, l'intensité du risque, elle est forte. Elle est de 1 pour 1000. Tous les mois, on va avoir 10 cas de cette maladie, qui sera sévère également, mais qui ne va pas impacter le système de santé. Donc entre les deux, si on doit investir des moyens dans la prévention d'une maladie, on va se dire, je vais investir mes moyens dans la maladie numéro 1. Mais très souvent, on a tendance, parce qu'on n'analyse pas les données brutes, à comparer les risques. Et si on compare les risques, on va inverser notre choix et on va dire le choix prioritaire, c'est la maladie numéro 2, parce que l'intensité du risque, c'est de 1 pour 1000 contre 0,6 pour 100 000. Donc évidemment, il faut foncer sur le 1 pour 1000. Donc vous voyez, la priorisation, là encore, c'est un métier, je dirais. C'est le métier en santé publique d'arriver à avoir une grille décisionnelle et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une priorité de santé? Là, je risque peut-être de vous surprendre. Pour nous, quand j'étais jeune, je débutais ma spécialité, j'ai mis longtemps à comprendre cette définition, mais Dieu sait qu'elle est vraie. Plus je vieillis, je me dis qu'elle est vraie. Et c'est un problème qui constitue pour la population un risque et un préjudice important, on est tous d'accord. Et qui peut être combattu par un programme dont les chances de succès sont élevées. Si on n'a pas de moyens de lutter contre une maladie, il est inutile d'investir de l'argent. C'est ça que ça signifie.
C'est ça que ça signifie. Alors c'est peut-être dur, mais c'est réaliste. Même une maladie qui va toucher beaucoup de monde et contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose, c'est inutile d'y investir des milliards. Et un choix de priorité, finalement, c'est toujours une balance entre, dans le plateau de gauche, le phénomène mordi, le nombre de cas, le nombre de morts, et puis sur le plateau de droite, quels sont les moyens que j'ai de lutter contre cette maladie? Eh bien, les moyens techniques, est-ce que j'ai des moyens diagnostiques, des moyens de traitement, est-ce que j'ai les moyens logistiques, assez de médecins, d'infirmiers? Est-ce que psychologiquement, la population va être prête à accepter la lutte contre cette maladie? Et puis, le gros facteur que j'ai mis en rouge, est-ce que les médias, est-ce que les politiques, ils vont adhérer? Et c'est là où ce facteur, décidément ça avance tout seul, je suis désolé, le facteur médiatique et politique est important. On sait que les médias peuvent renverser complètement un choix de priorité. Et une maladie qui devrait être au 1000e rang va se retrouver projetée au 5e rang grâce aux médias, et les politiques derrière vont dire attendez, c'est la une de tous les journaux, il faut faire quelque chose. Donc la décision ne nous appartient pas toujours, en tout cas elle n'est pas toujours faite sur des critères objectifs. C'est une réalité. Tout ça pour dire que priorisation des actions, là encore, pour le faire correctement, nous avons besoin d'énormément d'informations. Alors un système d'information sanitaire, pour le système de santé, oui. Mais c'est un sujet extrêmement vaste, et moi j'ai réduit ce sujet extrêmement vaste à un domaine beaucoup plus ciblé, c'est celui du système d'information épidémiologique, qui fait partie du système d'information sanitaire, bien sûr. Quelles sont les sources de données d'un système d'information épidémiologique? Où est-ce que je vais pouvoir récupérer ces données qui vont me permettre de prioriser, qui vont me permettre d'évaluer les besoins? Eh bien, j'ai un certain nombre de données médicales. Il y a des gens qui passent leur temps à collecter des données sur l'incidence des maladies, la prévalence, la mortalité. Nous, on le fait dans les armées, c'est fait dans le monde civil au niveau national par l'Institut de veille sanitaire, par bien d'autres organismes. On collecte aussi de l'activité médicale, le nombre de consultations, le nombre d'actes médicaux. Dans les bassins de soins, à une échelle macroéconomique, on va dire, on peut collecter des données. Les données de consommation médicale, c'est très important. La consommation de médicaments. Vous connaissez tous l'histoire du sida, et on a découvert le sida grâce à une augmentation anormale d'une consommation d'antibiotiques destinés à traiter des maladies avec des surinfections extrêmement sévères. C'est comme ça que c'est parti cette histoire. Donc la consommation médicale, c'est un bon indicateur. Et le comportement des individus. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Là aussi, c'est une bonne source d'information à exploiter et qui doit nous permettre de nous orienter. Tout système d'information doit avoir des objectifs. On en discutait il y a 2 jours avec Hervé. Quelle est l'utilité d'un système d'information épidémiologique? Si je monte un grand Barnum, un grand système d'information au niveau national, il faut encore que ça serve à quelque chose. Donc, les objectifs de système d'information épidémiologique, c'est de pouvoir déterminer des priorités de santé, je vous en ai parlé tout à l'heure, de pouvoir participer à l'évaluation et à l'organisation des programmes de santé et du système de santé. Par exemple, l'évaluation du niveau de santé des populations. Vous avez d'un côté l'évaluation du risque, en bas, et puis de l'autre, l'évaluation du préjudice. L'évaluation du risque. On est exposé à des facteurs de risque. Ces facteurs de risque, on peut les ranger dans 3 tiroirs. On aime bien ranger les choses dans les tiroirs scientifiques. Ce n'est pas toujours valable parce que ça donne sans doute des fausses images. Il y a beaucoup d'interactions en réalité. On a un patrimoine génétique, on a un âge, on a un genre, un sexe. On a des comportements individuels à risque. Et puis, dans notre environnement, on est exposé à des toxiques, physiques, chimiques. On est exposé à des maladies. On est exposé à des risques sociaux. Tout ça, ce sont ces facteurs de risque produisent quoi? Bien des cas de maladie. Ces cas de maladie, c'est ce qu'on appelle l'incidence, et cette incidence, ça va alimenter la marmite de Morton. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon d'épidémiologiste, la marmite de Morton, c'est les cas prévalents, les cas de maladie en cours. Voilà. Et cette marmite de Morton, c'est quoi? C'est le moteur du système de santé, du système de soins. Plus il y a de monde dans la marmite de Morton, plus le système de santé devra être gros, va grossir avec la quantité de la marmite. Pour sortir de cette marmite, une fois qu'on est malade, il n'y a pas 3 solutions. Soit on en sort les pieds devant, ou alors on en sort guéri sans séquelles, ou guéri avec des séquelles. Eh bien, le système d'information épidémiologique, il doit nous permettre de recueillir un maximum de données sur tous ces flux, parce que ce sont des flux.
Qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans la marmite et qu'est-ce qui fait qu'on peut en sortir plus ou moins rapidement? Décidément, excusez-moi, j'ai un problème avec le stylo. Le système d'information épidémiologique doit nous aider à comprendre ça, doit nous aider à mieux organiser la prise en charge et les soins aux malades et à prévenir les maladies. Deuxième point sur l'évaluation, c'est l'évaluation des stratégies. On lance des stratégies qui vont coûter des millions, voire des milliards. Qui nous dit que ces stratégies sont efficaces? Je vous montre juste cet exemple. C'est l'incidence des infections sexuellement transmissibles dans les armées de 1982 à 2007. Alors vous voyez, il y a une diminution très importante qui n'est pas due uniquement à la diminution du nombre de militaires, voilà. Mais cette diminution, avec la surveillance épidémiologique, avec notre système d'information épidémiologique, on a contrôlé qu'à chaque fois qu'on a investi des moyens et une stratégie nouvelle, on est arrivé à jouer sur l'incidence. C'est ça le plus important. Et puis à chaque fois, on tombe sur un palier. Pardon. On tombe sur un palier, et ce palier ici, on se demande si on peut aller encore plus bas. C'est le problème de toutes les stratégies. Mais aller encore plus bas, ça va demander des moyens encore plus lourds, et c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on doit investir encore plus de moyens pour passer encore un seuil en dessous? L'organisation des parcours de soins, je pense que ça va rappeler quelque chose à professeur Raoul. Si on veut, dans un parcours de soins, eh bien, discriminer les patients d'allure infectieuse en les discriminant contagieux, non contagieux, eh bien, il faudra découvrir, investir pour connaître exactement les flux. Quels sont les flux qui font qu'un patient va aller directement de son médecin généraliste aux urgences, ou alors va passer par les services d'urgence avant d'arriver à l'hôpital, ou bien va aller directement des services d'urgence à l'hôpital. Et il va falloir installer aussi des outils qui vont nous permettre de discriminer à chacun de ces passages quel outil va permettre au médecin libéral, aux urgences hospitalières, aux services d'urgence en amont de l'hôpital, de pouvoir discriminer si un patient est d'allure contagieuse ou non contagieuse. Là, il y a tout un travail à monter. Et le système d'information épidémiologique, il doit fournir des données pour monter ce type d'outils discriminants. Et vous verrez, on possède, je pense, ces outils pour y arriver. Après l'évaluation et l'organisation, l'utilité du système d'information épidémiologique, c'est évidemment détecter le plus précocement possible les épidémies, les alertes. Et vous savez que plus de 90% des épidémies, j'ai mis 90%, je pourrais mettre 99% en réalité, sont d'origine infectieuse. Quelles sont les phases d'émergence d'un agent infectieux? Un agent infectieux, c'est ce que je dis à mes étudiants, il faut bien comprendre que le virus au sens large, au sens pasteurien du terme, virus, bactéries, parasites, il vit dans un écosystème. Cet écosystème lui permet de passer d'un réservoir à un autre. C'est la grippe, il va passer du réservoir aviaire au réservoir mammifère, et puis à l'intérieur du réservoir mammifère, va arriver à passer du porc à l'homme, par exemple. Eh bien, il existe de nombreuses introductions non réussies d'agents infectieux qui vont tenter de pénétrer le réservoir humain. Heureusement, ça ne marche pas. Parmi ceux qui vont réussir à pénétrer le réservoir humain, il y en a très peu finalement qui vont réussir à s'installer à l'intérieur du réservoir humain. Ceux qui ont pénétré et qui n'ont pas réussi à s'installer complètement, vous avez la grippe aviaire, le virus H5N1, le virus Ebola qui a toujours donné des épidémies limitées, mais peut-être qu'un jour, on va avoir une souche Ebola qui va se pérenniser à l'intérieur du réservoir humain. Ça va forcément arriver. Quand? Je ne sais pas. Pérennisation, c'est le virus pandémique de 2009, AH5N1, le virus de grippe porcine, qui d'ailleurs, une fois pérennisé dans le réservoir humain, il a fait un retour vers le réservoir porcin et, décidément, avant de revenir encore une fois dans le réservoir humain. Donc c'est des allers-retours sans arrêt, c'est à l'intérieur de ces écosystèmes. Eh bien, le système d'information épidémiologique, il doit nous permettre de détecter le plus précocement possible, c'est ça tout l'intérêt. Ici, il doit nous permettre de détecter, au moment de la dissémination et de la pérennisation possible, les nouveaux agents infectieux. C'est un point extrêmement important. Alors pourquoi il faut détecter précocement les épidémies? Posons-nous quand même la question, ça paraît évident. Ben voici ce qu'on appelle nous une courbe épidémique. Et voilà ce que donnent à peu près toutes les courbes épidémiques, des épidémies contre lesquelles on ne fera rien. Alors moi j'aime toujours à dire qu'il n'y a jamais de problème de santé qui finisse par se résoudre tout seul, puisque l'épidémie a fini par s'arrêter toute seule. Donc ça c'est magnifique. Parfois ça profite aux décideurs politiques, mais c'est comme ça.
N'empêche que nous, notre boulot, c'est de faire en sorte de combattre cette épidémie. Eh bien, combattre cette épidémie avec des moyens classiques, on va la détecter plus précocement, mais on voit qu'on a un gain qui est là, hein, qui n'est pas négligeable, mais on peut faire encore beaucoup mieux avec des systèmes d'alerte précoce, comme celui-ci. Si on se dit, à partir du moment où on dépasse un certain seuil d'incidence ou un certain seuil de risque, on va investiguer, et s'il y a une épidémie, eh bien, on va répondre rapidement au signal épidémique, on va mettre en place les contre-mesures, et là, vous avez vu tout le gain en santé qui va être mis en place par ces systèmes de détection précoce. Et ça va être un des gros points forts des systèmes d'information épidémiologique, la détection précoce de ces signaux épidémiques. Alors, les systèmes d'information épidémiologique, ils fonctionnent suivant ces étapes. Ils prennent des données à la source, ils les recueillent, ces données, on les collecte, on les analyse, et puis après, une fois analysées, eh bien, on diffuse les analyses à tous les acteurs. Si on demande à des milliers de médecins de faire l'effort, à des milliers d'infirmiers de faire l'effort de nous envoyer de l'information médicale au jour le jour, la moindre des choses, c'est de leur renvoyer l'information au retour. On y reviendra. Et dans mon exposé, j'ai ciblé la présentation de ces étapes autour de... je suis désolé. J'ai ciblé la présentation de ces étapes autour de l'exemple de la détection précoce des épidémies, parce que c'est ce qui nous tient le plus à cœur. Alors, quelles sont les sources de données? On a plusieurs sources de données à exploiter, et au CESPA, au Centre d'épidémiologie, Santé publique des armées, on essaie de les exploiter tous les cas. Rumeurs, médias, comportement tout d'abord. On a un service qui fait de l'évaluation du risque sanitaire, qu'on appelle le service de veille sanitaire. Ce service de veille sanitaire, il a les grandes oreilles sur Internet et il exploite toutes les rumeurs qui circulent dans les médias, sur les réseaux sociaux. Quand survient un cas grave de maladie, quand survient un départ d'épidémie, je peux vous dire qu'il y a forcément un buzz sur Internet. Là, tout l'objectif, c'est de saisir le buzz au plus tôt et de se dire, est-ce que ce buzz, il correspond à un phénomène réel ou pas? En gros, est-ce que c'est une rumeur fondée ou pas fondée? Ça s'appelle la veille sanitaire. Les médias utilisés, c'est les masses médias, c'est les rumeurs sur les réseaux sociaux, c'est aussi les documents scientifiques. Et pas que les documents publiés, on trouve dans la littérature grise beaucoup d'informations intéressantes. Les sources, elles sont de tous les niveaux, gouvernementales, intergouvernementales, supragouvernementales comme l'OMS, ou des sources indépendantes, ou des sources privées. On les exploite et on en ressort l'information qui va nous intéresser. L'objectif, c'est d'anticiper les risques. Les réseaux sociaux, il y a tout un travail à faire sur les réseaux sociaux, et c'est un de nos programmes de recherche, détecter les rumeurs. On sait que quand les rumeurs commencent sur les réseaux sociaux, elles peuvent être non fondées, mais elles peuvent être fondées. Quand elles sont fondées, il est extrêmement intéressant de les exploiter dès le début. Quand elles ne sont pas fondées, elles vont gêner la mise en place de stratégies de lutte. C'est ce qui s'est passé pendant la dernière pandémie grippale. On a vu des milliers d'échanges de messages par Internet, par les réseaux sociaux, si on a exploité Facebook, Twitter. Comment contrer ces rumeurs? C'est une question, pour l'instant on se pose la question, c'est pas si évident que ça. En tout cas, ça peut faire l'objet, ça fera l'objet de programmes de recherche chez nous. D'autres sources, c'est les services d'urgence. Récupérer des données auprès des services d'urgence. Et bien là, je vais prendre l'exemple de l'Institut de veille sanitaire qui a mis en place le réseau au secours. Il y a à peu près 400 services d'urgence sur les 600 en France qui participent. Le principe, c'est qu'à chaque fois qu'un patient passe au service d'urgence, puisqu'on appelle ça des passages, eh bien, on va récolter un certain nombre de données, de manière anonyme, l'âge, le sexe, le diagnostic du patient, les diagnostics principaux associés, et puis le degré de gravité. On va exploiter tous les jours les données en provenance des 400 services. Quelle est la couverture de ce réseau? Eh bien, la voici. Le réseau au secours, en juillet 2012, il y a une bonne couverture nationale. Il y a des régions qui sont couvertes quasiment à 100%. Voici le nombre de passages quotidiens d'hospitalisation enregistrés par le réseau au secours depuis le début. Et vous voyez que c'est en nombre croissant. Ce n'est pas en nombre croissant parce qu'il y a des épidémies de passage aux urgences, mais c'est en nombre croissant parce que entre le début en 2004 et maintenant, à la fin de la courbe en 2011, il y a eu plus de 200 ou 300 services d'urgence qui ont fini par participer à la récolte des données. Mais à partir de là, l'INVS, ils ont fait quoi? Ils ont monté ce qui leur a fait défaut lors de l'épidémie de la canicule.
s'ils avaient eu ce système-là pendant l'épidémie de la canicule, ils ne seraient pas passés à côté de l'épidémie de mortalité, tout simplement. Donc, mieux vaut réagir après que rien faire, mais c'est le résultat, un mal pour un bien, voilà. Au niveau macroéconomique, à l'hôpital, on peut évidemment récupérer des données, c'est intéressant. Au niveau macroéconomique, c'est les données des bassins de soins, c'est les données de consommation, de médicaments, de vaccins. C'est très intéressant. Suivre la consommation de médicaments, je peux vous dire que Outre-mer, c'est un très bon indicateur de début d'épidémie d'arbovirose. Quand on voit que la consommation de paracétamol commence à augmenter dans les pharmacies, il faut se poser des questions. Il faut se dire qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a une épidémie de fièvre. À l'hôpital, on peut récupérer des données par l'intermédiaire du programme de médicalisation du système d'information, mieux connu sous l'acronyme PMSI. Voilà, pendant 2 ans, j'ai fait du DIM. Ça ne m'a pas beaucoup plu dans mon parcours professionnel, c'est pas très intéressant, mais on peut récupérer des informations médicales. On code les diagnostics des patients, diagnostic principal associé informatique. Le problème de cette base de données, c'est qu'elle existe, c'est bien, mais elle n'est pas si informative que ça. Pourquoi? Parce que si moi je suis hospitalisé à 4 reprises dans l'année pour un cancer du côlon, eh bien ça fera 4 fois un diagnostic de cancer du côlon. Mais qu'est-ce qui va me permettre de distinguer le fait que je suis un nouveau cas ou bien que je reviens pour un cancer du côlon qui était déjà connu? C'est pas possible. Malheureusement, la base a été conçue comme un outil de contrôle financier et pas vraiment comme une base épidémiologique utile. Et puis les médecins, ils ont tendance à choisir un codage avantageux. Donc c'est pas toujours le diagnostic qui a réellement motivé l'hospitalisation qui va être mis en diagnostic principal. J'ai fait pendant 2 ans du DIM, je sais ce que c'est. Donc c'est une base qui a le mérite d'exister, mais attention à la fiabilité. La dernière source, c'est la source, je dirais, en amont du milieu hospitalier, qui est une source extrêmement intéressante. J'ai mis chez le médecin généraliste parce que c'est là où il y a des outils qui se sont développés, aussi bien en milieu civil que militaire. En milieu civil, il y a un outil très intéressant, c'est le diagnostic, le dictionnaire des résultats de consultation. Le dictionnaire des résultats de consultation, c'est une classification qui est extrêmement efficace de l'activité médicale, vous allez le voir. C'est très pragmatique et c'est une approche syndromique. Ça a été inventé par un médecin autrichien qui a commencé à se pencher sur son activité tout seul en 1947 et qui a monté tout seul cette classification qui s'appelle casugraphie, c'est son nom scientifique, mais retenez dictionnaire des résultats de consultation. Quels sont les principes? Eh bien, vous avez, à la fin d'une consultation médicale, vous aurez 3 paramètres. Le résultat de consultation, la position diagnostique et le code de suivi. On va y revenir par des exemples. Le résultat de consultation, c'est quoi le principe? C'est qu'à la fin d'une consultation, quand vous allez chez le médecin, vous êtes grippé, le médecin ne va pas vous faire un test biologique tout de suite pour vous dire, bah oui, c'est une grippe confirmée. Donc, il n'y aura pas de diagnostic, mais il y aura un résultat de consultation. Le résultat de consultation, ça va être syndrome grippal. Braun, lui, il a dit, mieux vaut un résultat de consultation peut-être imprécis que rien du tout. Mais même ce syndrome grippal, maintenant, à l'intérieur de la classification, il possède des critères de définition, des critères d'inclusion, des critères d'exclusion. Si je dis que la personne est grippée, c'est que je suis sûr qu'elle n'a pas d'angine, par exemple. Si elle a une angine, alors le résultat de consultation, j'aurai examiné sa gorge pour le vérifier, le résultat de consultation, ce sera angine. Le dictionnaire des résultats de consultation il est très intéressant parce que il contient les résultats de consultation les plus fréquents. Et quelles que soient les spécialités, et ce n'est pas spécifique de la médecine générale, pour ceux qui sont médecins, eh bien, il y a environ 300 résultats de recherche, 300 résultats de consultation qui couvrent plus de 95% de la pratique d'une spécialité donnée. Et en médecine générale, avec un catalogue de 280 résultats de consultation, on couvre 95% de la pratique. Ça, c'est extrêmement intéressant. Voici les 30 résultats de consultation les plus fréquents sur l'année 2009 pour les médecins généralistes qui ont utilisé cette classification. L'infectiologie, puisque c'est celle qui nous intéresse, elle représente de près ou de loin, elle est liée de près ou de loin à 25% de ces résultats de consultation. Les 30 résultats de consultation, ils couvrent 50% de l'exercice de la médecine libérale. Et vous voyez, avec 100 résultats de consultation, les 100 plus fréquents, on est déjà à 90%. Et c'est la même chose dans toutes les spécialités, n'en déplaise aux grands spécialistes hospitaliers, c'est la même chose pour tout le monde.
finalement, c'est un art répétitif, la médecine. La position diagnostique, c'est le deuxième critère, à côté du résultat de consultation, c'est la cotation en 4 niveaux. Symptômes, syndrome, tableau de maladie ou maladie confirmée. A, B, C ou D. Je vous donne tout de suite un exemple. Si je reprends le tableau des 30 résultats les plus fréquents, classé A, donc symptômes, eh bien, vous allez voir votre médecin, et le résultat de la consultation, c'est état fébrile, sans plus. Vous avez de la fièvre, il vous a examiné, il n'a rien trouvé, donc le résultat de consultation, ce sera état fébrile. État morbide afébrile, vous êtes fatigué, il ne sait pas ce que vous avez, mais vous n'avez pas de fièvre. Niveau B, lombalgie. Niveau B, lombalgie, arthropathie. Niveau C, dépression, angor, angine. C'est extrêmement intéressant, surtout quand on voit au final ce que ça donne. 72% des résultats de consultation sont des symptômes ou des syndromes. 72%. Et simplement 8% correspondent à des diagnostics confirmés. Et à part ça, il y a des gens qui voudraient que les médecins généralistes utilisent la classification internationale des maladies dans leur consultation courante pour classifier leur activité. Ce serait une aberration. Dernier élément, les codes de suivi. N pour nouveau cas, P pour un cas persistant. Je viens consulter pour une angine. Nouveau cas, N. Je reviens 2 jours après parce que mon angine n'est pas terminée. Ce sera P. Finalement, ce n'était pas une angine que j'avais, manque de chance, c'était le premier signe d'une leucémie. Et bien on va réviser le diagnostic. Donc mon angine va devenir leucémie R. Voilà. Ici, vous avez comme exemple de changement de diagnostic l'épigastralgie. Après fibroscopie, on a le diagnostic, on sait que c'est un ulcère, donc on révise le diagnostic. Alors très intéressant, c'est le tableau synoptique de suivi des cas. Voilà le dossier médical d'une femme, par exemple. Elle a consulté 7 fois son médecin et vous avez sous les yeux, c'est pas la peine de passer des dizaines de pages de dossiers médicaux en général mal tenus en revue. Vous avez sous les yeux tout ce qui nous intéresse. Tout. Regardez. La distinction incidence-prévalence, c'est magnifique. À chaque fois qu'elle a consulté pour un phénomène nouveau, c'est indiqué. Donc on distingue incidence de prévalence. Ça, c'est superbe. Et en plus, on a les parcours de soins. Vous voyez, on voit le nombre de fois où cette patiente est consultée pour lombalgie. On voit que son parcours de soins dans l'épigastralgie, elle est sans doute passée par un spécialiste. Et si le spécialiste utilisait lui aussi le dictionnaire de résultats de consultation, eh bien on pourrait chaîner tout ça et on obtiendrait les parcours de soins de tout le monde. Ce serait un fantastique outil. Deuxième source, le système Aster pour l'alerte précoce. Vous allez voir. Le système Aster, c'est un système qui est unique au monde, qui a été développé par le CESPA en collaboration avec l'Université d'Aix-Marseille. Ça signifie que ça a été développé en collaboration avec Hervé Chaudet, ici présent. Voilà. On a conçu ce système pour l'alerte précoce, pour alerter au plus vite les autorités devant la survenue d'une épidémie. Ce système, il collecte quoi? Des symptômes, des syndromes. À la rigueur du niveau C et très peu de niveau D. Comment ça marche? Eh bien, le militaire qui est sur le terrain en opération vient consulter le médecin. Le médecin, sur son ordinateur, il inscrit les symptômes, les syndromes qui sont présentés par le militaire, le résultat de consultation, et tout ça, c'est collecté par un serveur. Et par liaison satellite, le médecin envoie régulièrement ces données sur le serveur. Et sur le serveur, un logiciel analyse toutes les 10 minutes la situation et donne des signaux d'alarme en disant attention, il y a peut-être une épidémie de fièvre, de diarrhée, on y reviendra. Et c'est tout le travail ensuite du spécialiste de santé publique sur le terrain de confirmer ou pas ces signaux épidémiques. Et si les signaux sont confirmés, bien de mettre en place le plus rapidement possible des contre-mesures. Et ça marche, vous le verrez dans la suite de l'exposé. Donc finalement, le système Aster collecte des informations médicales, essentiellement de niveau A, B ou C, si on reprend la classification du DRC, en temps réel, une analyse automatisée, et on détecte quoi? Des épidémies de fièvre, des épidémies de diarrhée. Alors, ça ne plaît pas forcément, il y a des grands cliniciens qui ont du mal à comprendre l'intérêt de détecter des épidémies de fièvre ou de diarrhée, mais le gros intérêt, c'est quand on a détecté ce signal, eh bien, on va tout de suite l'investiguer sur le terrain. Et on gagne un temps énorme à la recherche de l'agent causal. Donc,
Ces photos pour vous dire que ça existe et que je vous raconte pas, c'est pas de la science-fiction. Vous voyez un médecin qui est sur le terrain ici, c'est à Djibouti, en train d'utiliser son ordinateur avec l'antenne satellite. Ici c'est en Guyane avec l'antenne satellite qui est posée par terre. Ça arrive sur le serveur, c'est analysé, ça produit des tableaux de bord. Ces tableaux de bord demandent l'analyse de spécialistes. Donc le logiciel toutes les 10 minutes se remet à jour et il faut toute une équipe de spécialistes quand on est face à une situation épidémique pour analyser les signaux, confirmer l'épidémie et proposer les contre-mesures. Ici, la photo a été prise lors d'une manœuvre de l'OTAN où on avait plusieurs spécialistes épidémiaux qui se penchaient sur une manœuvre épidémique. Après le recueil des données à partir de toutes ces sources, la collecte. Qui collecte ces données après tout? Vous avez plein de sources de données, mais qui collecte ces données? Ben pour moi, je milite pour... Il n'y a qu'une seule solution valable en réalité, il faut qu'un seul data center, il faut qu'il n'y ait qu'un seul centre qui reçoive toutes les données. Ça me semble assez évident et c'est ça le plus performant. Pourquoi? Parce que ce centre, il va collecter les données, il va pouvoir les sécuriser au maximum et on va pouvoir concentrer la matière grise dans un seul centre. La matière grise au niveau des systèmes d'information, la matière grise au niveau des compétences de santé publique, d'épidémiologie, de biologie, etc. C'est un petit peu dans ce sens-là que ce qu'on essaye de monter ici sur Marseille en collaboration avec l'IH. L'analyse des données. C'est l'étape qui est la plus intéressante pour nous. Comment on analyse les données une fois qu'elles ont été collectées? Eh bien, les premières étapes de l'analyse des données, ce n'est pas les étapes les plus excitantes sur un plan intellectuel. C'est d'abord de vérifier que les gens qui doivent vous envoyer l'information vous envoient effectivement l'information. Est-ce que parmi ma centaine de médecins et d'infirmiers qui doivent m'envoyer l'information, j'en ai au moins 90 qui me la déclarent? Si j'en ai que 30, il faut que je le sache, parce que ça veut dire que mon réseau ne fonctionne pas. Il faut que je vérifie la qualité des déclarations avant d'analyser l'information. Eh bien, rien que pour cette étape de vérification, au CESPA, en permanence, on a 2 techniciens d'information médicale et 1 médecin, dont c'est le boulot. Avant de passer proprement dit à l'analyse des données. Alors comment on fait pour analyser les données? Eh bien les données, on fait l'analyse des données brutes, le nombre de cas tout d'abord. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, analyser le nombre de cas, c'est très intéressant. Et après, on passe à l'analyse avec des taux d'incidence, des taux de prévalence, des taux d'activité par praticien, par établissement, tout ce que vous voulez. Mais pour calculer ces taux, il y a un point important, c'est celui-là. Si vous voulez calculer des taux, il vous faut un dénominateur. Et pour avoir le dénominateur, eh bien, il vous faut des renseignements sur la démographie de la population exposée. Il vous faut des renseignements sur le nombre de médecins qui sont dans la région. Il vous faut des renseignements sur le nombre d'hôpitaux, le nombre de services d'urgence. Donc il vous faut énormément d'informations. C'est tout l'objectif du système d'information épidémiologique. L'interprétation de ces données. En termes de lieu, tout d'abord, on a 3 critères d'interprétation des données. Temps, lieu, personne. On est comme quand je fais les cours, c'est ce que je dis aux étudiants, on est des obsédés du temps, lieu, personne. En termes de lieu, à tout seigneur, tout honneur, le premier au monde à avoir fait une étude en termes de lieu, c'est Snow, épidémie de choléra à Londres en 1848. Il ne savait pas où il allait, il ne savait pas à quoi ressemblait un virus, une bactérie, un parasite. On en était encore au miasme, à la génération spontanée, où peut-être il y avait quelqu'un qui parlait d'un Italien qui évoquait peut-être la notion de bébête, de microbes, etc. Snow, il a mené son enquête à Londres pour l'épidémie de choléra, il a reporté sur une carte toutes les familles où il y avait eu au moins un cas de choléra. Et il a demandé aux familles leur activité. Il s'est aperçu que toutes ces familles, eh bien, elles allaient chercher de l'eau à une pompe, ici. Et il s'est dit, mais après tout, si je fermais la pompe, est-ce que ça mettrait fin à l'épidémie? Il a eu une très bonne idée, on a fermé la pompe, ça a mis fin à l'épidémie. En Snow, je vous rassure tout de suite, comme tout le monde, il n'a pas, de son vivant, il n'a eu aucune reconnaissance, et une fois mort, on a reconnu que vraiment, il avait fait faire beaucoup de progrès, comme d'habitude. Analyse selon le lieu, maintenant c'est la version moderne de la carte que je vous ai passée avant, mais quand je dis la version moderne, la carte que je vous ai passée avant, elle est toujours efficace. On en est toujours là. Voici ces cartes que vous voyez tous les jours sur Internet. En l'occurrence, c'est la carte de surveillance de la grippe en milieu militaire. C'est ce qu'on produit nous au CESPA. Plus c'est rouge, plus le risque est intense. Tout le monde le comprend. Nouvel exemple. Première épidémie d'Ebola au Zaïre en 1976.
épidémie d'Ebola au Zaïre en 1976, quand les gens sont arrivés, personne ne savait à quoi ils allaient faire face. C'était les premiers cas d'une nouvelle maladie, et tout ce qu'on savait, c'est que apparemment ils étaient tous morts. Donc pour investiguer l'épidémie, il a fallu faire une analyse temps, lieu, population, et en termes de lieu, regardez, on a calculé les taux d'incidence par village dans la région dans laquelle on avait mis un cordon sanitaire, et dans la région il y avait eu des cas de cette maladie. Donc les chiffres que vous voyez, là 0,2, ça veut dire que c'est 0,2 pour 1000 ou pour 10 000. Et on voit cette carte, on peut l'améliorer de manière visuelle en se disant, tiens, tous ceux qui ont un taux d'attaque supérieur à un seuil, je vais le mettre en rouge, et ainsi de suite. Donc déjà, ça prend plus de forme, et puis après, on peut, j'allais dire s'amuser, mais on ne s'amuse pas, on fait du dessin, et c'est du dessin qui sert à quelque chose, et là, on a sous les yeux la clé, on se dit, finalement, c'est parti d'un endroit, et ça a diffusé à partir de cet endroit-là. Donc ça, c'est très important. L'analyse en termes de lieu, ça paraît simple, mais c'est énormément de travail, bien sûr. L'interprétation en termes de temps. Évidemment, on analyse cette fois-ci des données, des séries chronologiques. Et on analyse des tendances, et dans ces tendances, on essaie de distinguer les signaux d'alarme des épidémies possibles, vous allez le voir. Et je vais vous présenter quelques exemples de techniques, je vous rassure, pas de statistiques. Je ne vais pas vous faire peur. Il y en a derrière tout ça, parce que je ne vous le mets pas, c'est pas l'objectif, j'essaie de faire de la vulgarisation dans le bon sens du terme. Voici l'incidence hebdomadaire des diarrhées chez les militaires français au Tchad en 98, 99 et 2000. Quand on voit ça, on se dit, oui, il y a des variations saisonnières. Et si je devais affirmer que ici, j'ai une épidémie, que ici j'ai une épidémie, il va me falloir des techniques bien particulières. C'est notre travail à nous. Là, l'évolution de l'incidence des leishmanioses, pareil, chez les militaires français en Guyane. Là aussi, est-ce que chacun de ces pics correspond réellement à une épidémie? C'est pas évident, difficile d'y répondre. Donc il existe des techniques pour ça. Les techniques, elles s'appuient toutes sur le même raisonnement. Voilà le signal brut, ce qu'on appelle un signal. Vous voyez, alors c'est les déclarations de nouveaux cas semaine après semaine. Donc il y a des dents de scie, il y a des sommets, on se doute qu'il va y avoir des phénomènes saisonniers là-dessous. Eh bien, on va décomposer ce signal en 3 séries. Et si à un moment donné, ici à ce pic, là, je fais la somme de ce chiffre, ce nombre ici, ce nombre ici et ce nombre ici, je vais obtenir le nombre de la série originale. 3 tendances. La tendance séculaire. Sur plusieurs années, j'ai une petite tendance à la baisse, puis ensuite ça remonte, mais ça reste relativement stable. J'isole le facteur cyclique saisonnier. Et puis il me reste quoi? C'est ça qui est très intéressant, il me reste des variations aléatoires. Parce que toutes les semaines, le hasard va faire que je vais observer 2 cas, puis la semaine suivante 5, puis 3, puis etc. Et puis au milieu de ces aléas, je vois des pics. Alors est-ce que ces pics correspondent à des accidents? C'est-à-dire, est-ce que ces pics correspondent à des épidémies? C'est ça la question. Et toutes ces techniques d'analyse de tendance, en fait, elles reviennent à décomposer en tendances séculaires, saisonnières, et analyser les résidus pour aller vers les signaux d'épidémie. Il existe beaucoup de méthodes d'analyse des séries chronologiques. Je vais vous en montrer 3. L'analyse par courbe de tendance, c'est une technique qui permet d'analyser la tendance séculaire. Ici, vous avez le taux d'incidence du paludisme parmi les militaires français entre 1995 et 2003 en Côte d'Ivoire. Et là, on voit la tendance séculaire, on peut s'apercevoir qu'il y a sans doute ici, là, on a une remontée du taux d'incidence qui n'est pas négligeable, et puis ensuite, on redescend. Deuxième technique, celle des sommes cumulées, que j'aime bien, que j'aime particulièrement. Cette technique est dérivée du monde industriel pour le contrôle qualité, en fait. Et là, on compare l'incidence ou le taux d'incidence observé à une valeur historique de référence. La plupart du temps, une valeur historique. On compare l'observé à un attendu, et puis on regarde s'il y a une différence ou pas de différence. C'est une technique d'analyse visuelle. Pas la peine d'avoir fait Polytechnique pour comprendre. C'est tout l'intérêt. Si rien ne se passe, si l'observé est égal à l'attendu, eh bien la courbe va être fixée sur l'abscisse 0. Par contre, s'il y a une augmentation, s'il y a un décalage entre l'observé et l'attendu vers l'augmentation, ou un décalage entre l'observé et l'attendu vers la baisse, eh bien la courbe va augmenter tout simplement. Et là, vous voyez, on a un peu plus de 4%. Ce 4%, c'est un excès de risque de 4% par rapport à l'historique.
Si mon historique, c'est la moyenne des taux d'incidence des 3 dernières années, ça veut dire que par rapport aux 3 dernières années, j'ai un excès de taux d'incidence de 4%. L'intérêt de cette technique, c'est que ici, vous avez une épidémie. Regardez, en 4 semaines, en réalité, vous avez eu un excès de risque de 3% qui est survenu en même pas 4 semaines. Donc un excès de risque de 3% en 4 semaines, ça veut dire que là, on est face à une épidémie. Donc c'est un moyen, c'est une technique qui permet de détecter les signaux épidémiques. Curé de passe graphe, une autre technique qu'on utilise aussi de manière courante, qui a été inventée par les CDC, et qui elle aussi compare l'observé à l'historique, mais par le ratio. Très visuel également, très facile à comprendre. Tout ce qui est à gauche de cette verticale, c'est une baisse, puisque c'est inférieur à, si c'est une échelle logarithmique, et tout ce qui est à droite, c'est une augmentation. Et là, prenons cet exemple, c'est pour la rougeole, on est à peu près à 4, ça veut dire que ce qu'on observe la semaine donnée, c'est 4 fois supérieur à ce qui devrait se passer si on se réfère aux années passées. 4 fois supérieur, et là on a une hachure, ça signifie que c'est significativement supérieur. Même chose ici pour la légionellose. Donc c'est très visuel, ça marche très bien, mais à la limite c'est trop sensible. Enfin ça c'est nos problèmes à nous. Mais c'est une très très bonne technique d'analyse, elle a l'avantage de pouvoir être comprise par tout le monde. L'interprétation en termes de personnes maintenant. Je reviens à mon exemple de l'épidémie d'Ebola au Zaïre. Eh bien voilà, vous avez la courbe épidémique de cette épidémie d'Ebola. Mettez-vous à la place de ceux qui ont débarqué en pleine épidémie, qui ont reconstitué la courbe épidémique. Il y a une analyse par critères de population. Les cas, ceux qui ont survécu, ceux qui en sont morts, c'est déjà une indication. On s'aperçoit que la mortalité était beaucoup plus intense en fin d'épidémie qu'au départ. On peut analyser classiquement par âge, par sexe. Là, c'est un tableau, on n'y comprend pas grand-chose. Et quand on fait un dessin, j'appelle ça un dessin, mais on a la vérité sous les yeux, on s'aperçoit que le taux d'attaque est très élevé chez les jeunes enfants, très élevé chez les femmes, qui, a priori, sont en âge d'avoir des jeunes enfants. Donc, déjà, ça donne une indication sur un mode de transmission possible de la maladie. Enfin, comme on l'a fait dans Aster, l'idéal, c'est d'avoir un système qui vous met sous les yeux l'analyse en termes de temps, de lieu, de population. C'est ce qu'on a réalisé avec Aster. Aster produit des tableaux de bord, je l'ai dit tout à l'heure qu'on y reviendrait. Et voilà le type de tableau de bord produit. Alors là, vous voyez, même si on n'y connaît rien en statistique, quand c'est rouge, c'est comme le feu rouge, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Quand c'est orange, ça veut dire qu'il est susceptible qu'il y ait un danger. Quand c'est vert, ça veut dire que vous pouvez dormir, tout va bien. Et là, on s'aperçoit qu'on a une concentration de signaux rouges, ici, qui correspondent à quoi? Une augmentation anormale de fièvre, une augmentation anormale de syndrome fébrile respiratoire, et puis une augmentation anormale de douleur abdominale, concentrée dans un seul régiment de militaires français sur le site de Djibouti. Tout ça survenant le même jour, on est le 22 juin 2011, et dans un même lieu à Djibouti, tout est concentré sur Djibouti. Eh bien, c'est la première fois de ma vie, où nous, au CESPA, on a appelé les médecins qui étaient sur place pour leur dire il y a une épidémie chez vous. Qu'est-ce qui se passait? Les médecins ils consultaient depuis le matin et ils voyaient 1, 2 cas d'angine depuis le matin. Mais 1 ou 2 cas d'angine, même, je crois qu'il y en a un qui en a eu 3. C'est dit 3 quand même, c'est bizarre, peut-être qu'il va falloir que je... Mais on les a appelés avant qu'eux-mêmes se rendent compte qu'ils étaient face à une épidémie. Et ensuite, on a fait le bilan de cette épidémie, et je peux vous dire que rétrospectivement, on a fait l'analyse. Le système d'Aster qui est conçu pour l'alerte précoce, il nous a fait gagner 6 jours par rapport à un système de surveillance classique. 6 jours, c'est énorme en termes d'épidémie, c'est énorme. Donc là, il a vraiment démontré son efficacité. Et en fait, c'était quoi cette épidémie d'angine? En plus, c'était joli, c'était une toxi-infection alimentaire collective à Stratto. Voilà. Et donc, du coup, contre mesure, on a changé de fournisseur alimentaire. Voilà. Sinon, on serait passé à côté. On serait passé à côté. Donc ça, c'est vraiment, pour nous, c'était la démonstration réelle de l'efficacité du système. Alors, dernière étape, la rétro-information. Je vous le dis, c'est très important. Les acteurs passent du temps à vous envoyer de l'information. On doit passer du temps à leur renvoyer de l'information. Comment on le fait? Les acteurs et les décideurs, on produit un bulletin. Nous, c'est un bulletin hebdomadaire qui s'appelle le BA, bulletin épidémiologique des armées. En première page, nos médecins ils trouvent de l'information générale, vous voyez, sur les secteurs où on est déployé.
Et puis là, l'épidémie de Chic sur l'arc Caraïbe, eh bien, ils ont les dernières informations par le service de veille sanitaire. Ils trouvent des informations également sur le traitement des indicateurs d'activité médicale sur les théâtres d'opération. Ici, c'est l'activité médicale sur le secteur afghan. Et puis, les profils de morbidité, ça c'est intéressant, des secteurs opérationnels ou astères à déployer. Vous voyez, là, c'est le profil des malades à Djibouti. Ici, c'est le profil des malades en Guyane. Et là, le profil des malades au Mali. Profil par symptômes, par syndrome. Mais c'est intéressant. Vous êtes médecin, vous êtes infirmier, vous allez partir là-bas. C'est bien de savoir à quoi il faut vous préparer. Voilà, donc ça, c'est vraiment de la rétro-information utile. Et nous, on a fait l'évaluation de cette rétro-information. On a été très positivement surpris. Les médecins et les infirmiers sont très contents de l'information produite dans 80% des cas. L'Institut de veille sanitaire produit une information sur son site. Donc là, il faut aller activement sur le site pour recevoir l'information. L'Agence régionale de santé, ici, produit un bulletin d'information hebdomadaire qui, lui, contient aussi l'information utile à la région, avec, par exemple, le suivi de l'épidémie de bronchiolite. Et toutes les semaines, on peut consulter ce bulletin sur le site de l'ARS. Donc en conclusion, le système d'information épidémiologique, le message que je voulais vous faire passer, c'est un outil d'aide à la décision. Il se doit d'être efficace. Aider pourquoi? Aider pour alerter en cas d'épidémie, aider pour dégager des priorités d'action de santé, et puis aider à l'évaluation et à l'organisation du système de santé. Mais la prise de décision, ça c'est ce que je dis aussi quand je fais mes cours aux étudiants, nous on est des techniciens, on n'a pas en main la prise de décision. Et lorsqu'on détecte une épidémie, on va proposer des contre-mesures, mais ce n'est pas forcément nos contre-mesures qui seront prises en compte par les décideurs. C'est comme ça, et ça fait partie du jeu. Mais il ne faut jamais l'oublier. J'en ai terminé, je vous remercie. Mon commentaire premier, c'est que c'est vrai que le problème de santé publique et de la mise en action, c'est une chose que je dis au départ, c'est extrêmement complexe. Bon, par exemple, je vois, parce que j'ai eu des sources très proches des centres de décision sur le tabac. Le tabac, c'est très compliqué parce que les intérêts en jeu sont d'une complexité économique dramatique. Et on voit pour la lutte dans la cigarette électronique, il y a en partie derrière une lutte de moyens économiques. Pourquoi? Bien sûr, on pense à l'industrie du tabac. L'industrie du tabac, c'est une petite chose. C'est une chose. Et pour nous, pas tellement en France, puisqu'il n'y a plus de marchand de tabac. C'est pas ça, la deuxième chose, c'est qu'il y a une grande clientèle qui sont les pluralistes, qui pèsent un poids qui non négligeable. Mais en réalité, le poids le plus important, le plus difficile de tout, c'est que c'est une source budgétaire pour l'État qui est absolument colossale. Là, par exemple, cette année, en 2013, il y a eu 8% de ventes de tabac moins en France, en grande partie à cause de la cigarette électronique. Ces 8% participent probablement d'une manière très importante au déficit budgétaire de la France. C'est des prévisions qui avaient été faites, il faut voir quand 90% du prix du tabac, ça va dans les caisses de l'État. Donc l'État a une situation lui-même de conflit d'intérêts, d'ambivalence colossale, puisque c'est une des recettes de l'État qui est la plus élevée. Donc ça c'est extrêmement complexe. Le troisième point, c'est que c'est même pas sûr, bien entendu, qu'en termes d'économie de santé, il faut être raisonnable, en termes d'économie de santé, ça n'est pas rentable. C'est beaucoup plus rentable en économie de santé qu'un homme meurt à 55 ans qu'à 90. Et y compris pour la sécurité sociale. Donc c'est la décision sur une chose comme celle-là, et sa prétendue rentabilité, c'est pas rentable du tout. Donc il y a des choses pour lesquelles c'est rentable de faire de la prévention. La rentabilité suspectée de la prévention en limitant la consommation de tabac, c'est faux, c'est pas vrai. On perd l'argent à tous les temps. Donc c'est une vraie question. Puisque ce que vous dites, c'est tout à fait vrai, mais moi on sait qu'il y a beaucoup d'études économiques, d'impact économique qui ont été faites sur le tabac. Le tabac, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est une rente formidable. Quand on meurt à 50 ans, c'est des retraites à payer en moins. Donc pour l'État, le tabac est formidable. Voilà. Sauf que si on rentre aussi tous les effets, les gens qui vont survivre jusqu'à 80 ans avec des maladies cardiaques, de l'athérome, etc., là ça devient un peu moins rentable. Mais comme dans l'État français, on sépare les clients, on séparait, mais c'est toujours un petit peu le cas entre sécurité sociale, l'État, les bases sont, c'est pas tout à fait les mêmes qui payent et autres. Donc
Mais c'est complètement vrai. Il y a des masses économiques qui sont en jeu, et nous, on n'a pas toutes les clés en main. Et quand on dit qu'on consomme moins de tabac en France et dans les pays occidentaux, c'est vrai, mais je peux vous dire qu'actuellement, ceux qui fabriquent du tabac, ils n'ont jamais été aussi riches parce que dans les pays en voie de développement, ils n'ont jamais autant vendu de tabac qu'actuellement. C'est même scandaleux. C'est scandaleux. Si le tabac a pris cette ampleur, c'est parce que c'est devenu un monopole d'État. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels, les pauvres en Inde par exemple, où il y a jusqu'à 25% de l'income des familles qui est consacré au tabac. Il n'y a pas de drogue qui ait une utilisation aussi majeure et contre lequel on est aussi peu lutté pour une raison qui est que ceux qui ont la responsabilité de lutter ont un conflit d'intérêts qui est qu'ils luttent contre leurs propres recettes, ce qui est quelque chose qui est extrêmement difficile. La deuxième chose que je voulais dire, et je suis d'accord avec toi, ça m'amuse beaucoup, même s'il y a toujours des effets imprévisibles, mais les politiques ne peuvent pas décréter de lutter contre une maladie dont on ne sait pas comment le faire. Donc, soit le président Sarkozy avec l'Alzheimer, on sait que ça ne sert à rien du tout, ou Nixon en disant on tuera le cancer dans 5 ans. Il ne suffit pas, c'est une espèce d'hybride, de démesure de l'idée du pouvoir que l'on a, ce qui est un peu fou, de dire au président de la République, il dit pof, moi je vais faire l'Alzheimer, c'est pof, je vais faire. C'est un peu délirant. En réalité, donc quand on sait, quand nous, les scientifiques, on a trouvé comment on fait, que les politiques le mettent en œuvre, c'est une affaire entendue, mais avant qu'on sache comment on fait, ce n'est pas les politiques qui peuvent l'inventer. Donc tous ces grands plans, en réalité, ne peuvent jamais marcher, parce que si ça marchait comme ça, on saurait. Un troisième plan, c'est ce que tu disais sur la canicule. Moi, c'est un domaine, un point sur lequel j'ai une expérience extrêmement particulière, parce que moi, j'étais conseiller de Mattei en 2002, et que je lui ai dit, dans ce pays, il va t'arriver un malheur, ça, que je ne compte pas les morts, et que je lui ai remis mon pré-rapport en novembre 2002. J'ai eu les plus grandes difficultés, il est toujours online, il a été publié online en mai 2003. J'ai eu les plus grandes difficultés avec son cabinet, qui disait, vous ne pouvez pas laisser écrire, et dedans, il y avait une recommandation qui était la recommandation 73, qui était il est temps de compter les morts. Et le circuit était tel qu'en réalité, quand Mattei a commencé à regarder ça, vous savez que la canicule, c'était déclaré par les marchands de cercueils. Les premiers qui ont trouvé le dossier, c'est qu'ils sont tombés en rupture de stock de cercueils. Il n'y avait plus de cercueils, on ne peut pas. C'est comme ça qu'il n'y avait plus de cercueils, puis après les urgentistes disent qu'on va arrêter. Mais le signal, en l'occurrence, c'était. Tu l'as pas mis, la consommation de cercueil, c'est probablement un point très important. La consommation de cercueil, c'est probablement un truc c'est un élément. Je ne sais pas si tu as pensé à le mettre, mais tu sais que c'est comme ça que ça a été découvert, hein, la canicule. C'est la consommation de cercueil. Et quand il a fait la réanalyse, donc Jean-François, je l'avais appelé avec Jean-François en disant, quand tempête a pris, il dit que c'est pas de la faute, parce que personne ne compte les morts. Et donc quand il a refait, c'était une immense surprise, quand il a dit, donc va regarder, il a fait l'analyse de la mortalité brutale depuis 1958, et en réalité, il y a des épisodes de surmortalité tous les hivers qui sont dus à la grippe, plus des épisodes de mortalité hivernale beaucoup plus élevés qui étaient en 58, 60, 13, 74 je crois, et puis c'était en réalité le troisième épisode caniculaire, sauf que les autres personnes les avaient notés, il y en avait eu en 76 et en 83 qui avaient tué autant, mais personne ne s'en était préoccupé. Parce que c'est ce que vous soulignez, c'est très important, c'est que moi c'est ce que j'ai aussi quand on fait des cours de santé publique, je dis, si le décideur ne veut pas avoir de problème, il faut qu'il arrête de surveiller. Bien sûr. Si on arrête de surveiller les cas de grippe, on n'a plus de problème avec la grippe, puisqu'on n'a plus de données sur la grippe. C'est aussi simple que ça. Mais c'est aussi simple que ça et ça marche très très bien. Et ça marche très bien. Mais la réactivité n'était pas la même. Moi j'ai un souvenir très précis de la canicule, parce que la canicule en 83, j'étais interne le plus ancien. Simone, et à l'époque, les internes le plus anciens avaient des responsabilités considérables. Il n'y avait pas de chef des urgences, c'est l'interne le plus ancien qui avait ça. Et donc on avait je sais pas, d'accord, quand on a commencé, on avait des dizaines de morts. Il y avait une information qui était passée dans la Provence, plus ou moins mutilée, parce qu'au début, avant qu'on comprenne que c'était la canicule, on était dans comme souvent à Marseille, dans une grève des éboueurs, et donc on se demandait si c'était la grève des éboueurs, c'était en juillet, c'était pas la grève des éboueurs, il n'y avait pas les rats, quelque chose qui avait donné l'épidémie chez les gens qui mouraient avec carne de fièvre, évidemment c'était la canicule, et j'avais calculé qu'il y avait probablement 1 millier de personnes qui étaient mortes. Et un des signaux extraordinaires sur les journaux, c'est la taille aussi des déclarations de décès. Donc il y avait 4 pages de suite, tu vois, de décès, alors normalement il y a 2 pages, c'était spectaculaire.
Et donc ça a été quand même, c'était diffusé par la presse, par la presse, etc. Mais c'est resté un phénomène régional. Personne n'a cliqué sur le plan national, et je me rappelle que je sais pas, 1 an ou 2 ans après, il y avait eu 200 morts de la canicule à New York, et oui, à Marseille. 200 morts à New York, et si tu veux, le monde entier parlait de la canicule à New York, mais celui de Marseille, on ne sait pas pourquoi la presse s'en foutait, c'était en juillet ou août. Et donc c'est très intéressant, même quand c'est divulgué, tu ne sais pas pourquoi quelque chose fait écho, le fait pas. Et alors nous, on a un programme de recherche justement sur la prise de décision en santé et le rôle des experts, la prise de décision. C'est extraordinaire, on a quelques exemples sur lesquels on s'est focalisé, et quand on fait l'analyse rétrospective des prises de décision, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, et nous les experts, je pense qu'on ne sait pas se vendre. On ne sait pas se vendre aux décideurs, je pense qu'on a ce problème, parce qu'on parle technique, et moi je pense souvent à l'image nous on est comme le plombier qui arrive chez le client, qui lui dit, bah, écoutez, votre robinet qui file, c'est pas simplement le robinet, il y a toute la robinetterie à refaire, la tuyauterie, etc. Et finalement, au final, c'est le client qui va décider. Alors le client qui ne veut pas payer va se trouver un autre conseiller qui va dire non, tu changes juste ton joint et ça va passer, ça va coûter moins cher. Et puis le moins cher, finalement, on sait où ça va mener. Il va falloir de toute manière. Mais nous, on a du mal à se vendre. Je ne crois pas du tout sur le point. Moi, je passais un an dans le ministère de la Santé, donc je sais comment c'était pour l'instant-là. En réalité, l'information et la source de décision, comme tu le dis, elle n'est pas à la fois les médias et les politiques, c'est les médias. C'est-à-dire que l'activité essentielle dans un ministère, c'est de lire Le Monde, Le Figaro, Le Canard enchaîné, probablement le plus important de tous, et de savoir ce qui s'est passé à TF1 la veille. Le débriefing de cabinet, ça commence par qu'est-ce qu'ils ont dit à TF1 la veille. Et donc, c'est ça. Et après, tout ce que tu dis, c'est pas inintéressant, mais en réalité, c'est ça le problème. Donc, et tu le vois, et nous on le voit en termes de santé publique, tu vois par exemple, ça m'irritait un peu, mais c'est pas que nous, c'est le monde entier vu comme ça. On avait une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, une réunion à Marseille sur le MERS coronavirus d'Arabie Saoudite. Si tu veux, pendant qu'on avait une épidémie de Clostridium difficile avec 9 morts, dont personne ne voulait s'occuper. Alors qu'il y a eu 0 cas, il n'y a plus de cas sortis d'Arabie Saoudite. Donc c'est la presse qui détermine ça. Et comme on a un problème, nous, parce qu'on est des experts biaisés. Beaucoup d'experts, en réalité, ont un conflit d'intérêt, puisque s'ils déterminent que leur champ est important et qu'ils ont plus de financement, il faut bien voir que la source de mauvaises informations, actuellement, c'est les journaux scientifiques. C'est Nature qui publie ça, c'est Nature Lancet qui publie ça, qui sont eux-mêmes des journaux qui sont des entreprises commerciales et qui vendent de l'audimat. Donc on est, c'est un problème dans lequel c'est la trahison des clercs. C'est les clercs qui le portent dans le truc, et puis la presse générale qui le reprend, et les politiques qui suivent ça. Donc on a une vraie évolution de la civilisation, on verra comme là, mais qui est plus complexe que le fait que les politiques n'écoutent pas les experts. Ils écoutent les experts sont pris eux-mêmes dans un truc. Tu sais, je ne sais pas si il y a Keith Klugman qui avait fait un topo ici, en disant, voilà, en réalité, les gens qui ont une grippe 2 fois sur 3, 9 fois sur 10, quand ils sont dans les pays pauvres ou avant 40, meurent de surinfection bactérienne. Et il avait regardé, il n'y a pas un expert de la grippe qui a parlé de surinfection bactérienne depuis 10 ans, depuis qu'on est sur la grippe aviaire. Personne, et c'est ça le genre. Donc, c'est des virologues qui pensent que tout est dans la malice du virus de la grippe, alors que le virus de la grippe, c'est ce qui prépare une infection bactérienne. D'autres questions? Comment faire? Très bien, il faut qu'on se voit, il faut que tu intègres toutes les données du SAMU que tu disais avec Hervé.